Bonjour tout le monde, Éric Grenier ici avec Philippe J. Fournier pour ce nouvel épisode de Les Chiffres. Philippe, comment ça va? Bonjour Eric, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. La semaine dernière a été particulièrement occupée avec le nouveau sondage québécois de Palace. On va en parler bien sûr, toi et moi. Il y avait plusieurs volets à ce sondage. Il y avait bien sûr les intentions de vote. Ensuite, les taux d'appréciation des chefs permanents. Il y avait quelques chiffres aussi sur la souveraineté, quoique il n'y a eu pas vraiment de mouvement. Alors, et bien sûr, on a vu au cours de la semaine dernière, Eric, des chiffres fédéraux assez, assez difficiles pour Justin Trudeau et les libéraux. On a dit ça plusieurs fois au cours de la dernière année, mais je pense que la semaine dernière, c'était la pire semaine qu'on les a vus jusqu'à maintenant. Donc, Éric, où aimerais-tu commencer? Est-ce qu'on commence avec intention de vote au Québec? Je pense que oui, mais il faut dire que aujourd'hui c'est un balado 100% québécois parce que je suis à Percé, en Gaspésie en ce moment. Il y a une élection partielle municipale à Percé. Et apparemment, c'est controversé. Il y a des enjeux ici que j'ai découverts. C'est très intéressant. Je ne sais pas qui va gagner. C'est très excitant, mais on verra. T'as pas de projection, de sondage? Non, pas du tout. Je vais faire une prédiction. Oui. L'homme qui était deuxième la dernière fois, Lafontaine, peut-être qu'il va gagner. OK, parfait. Ben, c'est noté, on en reparle. Élection partielle pour un conseiller. C'est pas pour la mairie, c'est pour un conseiller. C'est pour la mairie. Ah, c'est pour la mairie. Il y a aussi deux conseillers ici à Percé qui sont en jeu. Donc, c'est des... Je sais que c'est l'enjeu le plus important maintenant au Québec, mais on va passer au nouveau sondage de Palace Data qui était commandé par toi. Exact. Et peut-être tu peux présenter les résultats. Donc, à l'échelle nationale au Québec, un échantillon de 1111 répondants le 26 septembre téléphonique de Palace. Donc, 34% parmi les électeurs décidés et enclins pour le Parti québécois. La CAQ à 22%, la CAQ de François Legault. 22%, c'est un chiffre stable depuis juin, alors que pour le PQ, 34%, c'est un point de plus. Donc, les chiffres n'ont vraiment pas bougé depuis l'été. Je ne dis pas au cours de l'été, parce que je pense qu'ils ont bougé au cours de l'été, mais depuis l'été, Palace voit des chiffres stables. 18% pour le Parti libéral du Québec. Ensuite, et là, il y a une question. Là. Est-ce que le Parti conservateur du Québec a dépassé Québec solidaire dans les intentions de vote? C'est 14 pour le PCQ et 12 pour QS dans ce sondage-là. Évidemment, on attend de voir d'autres données, voir si peut-être Léger voit la même tendance. Mais le PCQ bénéficie d'appui chez les minorités linguistiques, les anglophones, et donc ça fait gonfler son chiffre au niveau national. Et comme j'ai dit, Québec solidaire avec 12%, une baisse généralisée, Montréal, Québec, région francophone. Donc ça, c'est les chiffres principaux. Comme je t'ai dit, Eric, pas vraiment de changement si on compare avec le précédent sondage Palace commandé par QC 125 et l'actualité en juin. Le Parti québécois se maintient en tête, 12 points en tête. Parmi les francophones, Eric, c'est 19 points d'avance pour le Parti québécois, ce qui est considérable, même si on considère la taille de l'échantillon. Quels sont est-ce que tu as eu des réactions, des commentaires par rapport à ces chiffres-là? Qu'est-ce que tu conclus de ces chiffres-là pour l'instant? Ma réaction, premièrement, c'était que c'est des chiffres qui sont similaires des chiffres qu'on a vus depuis des mois, mais il y avait une suggestion avec le dernier sondage Léger que peut-être la CAQ était dans une meilleure position, que peut-être les choses améliorent un peu pour la CAQ. Mais avec ce sondage-là, ça indique que peut-être non. On ne sait pas si Léger, c'était juste un bon sondage pour la CAQ. On ne sait pas si ça va être une tendance. On va attendre les prochains chiffres de Léger. Donc pour moi, ça, c'était important parce que je pense que la CAQ avait besoin des bonnes nouvelles. Et un sondage comme ça ne donne pas des bonnes nouvelles pour la CAQ. Quand on regarde les chiffres régionaux, le chiffre probablement le plus important, on va dans la banlieue de Montréal. Ouais. Donc ça exclut l'île, mais c'est 41% pour le Parti québécois. Il n'y a aucun autre parti qui a plus que 20%. Et ça, c'est
c'est vraiment important pour une élection majoritaire, une victoire majoritaire pour le Parti québécois. Et si des élections auraient lieu aujourd'hui, c'est pour ça que le PQ est en position très, 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 très sécuritaire. Il y a vraiment aucun doute, c'est les chiffres les plus dévastateurs pour la CAQ si on regarde les banlieues de Montréal. Bien sûr, quand le PQ a commencé à grimper l'an dernier, c'était au printemps 2023, le tout a commencé dans la région de Québec, à Québec. Et on se demandait, le PQ qui est premier ou égalité en première place à Québec, ça fait longtemps qu'on a vu ça, depuis que j'étais adolescent qu'on n'avait pas vu ça. Mais comment je peux dire, j'ai échangé avec des gens au Parti québécois et à la CAQ à ce sujet-là. Je disais, oui, c'est bien, c'est symbolique, bien sûr, c'est la capitale nationale, mais ça reste que c'est pas beaucoup de sièges. On parle de la région de Québec. Si on étire un peu jusqu'à Lévis, on s'en va jusqu'à Port-Neuf de l'autre côté, on parle de peut-être 14 sièges. Les banlieues de Montréal, on parle d'une trentaine de sièges. Alors, et la CAQ a presque tout gagné à l'élection de 2022 dans les banlieues de Montréal, dans le grand 4-5-0. Alors, c'est vraiment là que le PQ pourrait faire mal à la CAQ. Je me rappelle d'avoir échangé avec des caquistes, justement, leur dit, si vous perdez Québec, mais vous gardez la banlieue de Montréal, vous êtes correct. Vous avez gagné 90 députés en 2022. Vous pouvez en perdre une douzaine et être encore bien confortable. Mais la CAQ ne peut pas se permettre de perdre le 4-5-0, surtout pas par une marge qui est indiquée dans ce sondage-là. Et n'oublions pas, Éric, qu'il y a une élection partielle qui va venir soit au début de l'hiver ou à la fin de l'hiver à Terrebonne. Et il n'y a absolument aucun moyen que Terrebonne reste dans la colonne caquiste si la tendance se maintient présentement. Ça serait un gain, et je dirais même un gain facile pour le Parti québécois. Et avec ce sondage-là, il y avait aussi des chiffres sur les impressions favorables ou défavorables des chefs. Il y avait des bons chiffres pour Saint-Pierre-Plamondon et c'est des chiffres qui sont mieux qu'on a vu en juin. Ça va mal pour Gabriel Nadeau-Dubois un peu. Ouais. Pour Éric Duhaime, c'est toujours les mêmes chiffres. Il n'est pas un chef populaire, mais c'est avec François Legault qu'on a vu des changements qui sont assez importants. Écoute, Éric, je veux pas. J'en ai déjà parlé dans d'autres médias. Les gens qui écoutent ce balado m'ont probablement déjà entendu commander sur ce sondage-là. Mais je dois vraiment souligner ce point-là. Ce sont des chiffres absolument épouvantables pour François Legault. Et pour mettre ça en contexte, ces chiffres-là, d'abord, disons-les. Avez-vous une impression favorable ou défavorable de, et là on arrive à Premier ministre François Legault, 65% des répondants défavorables, seulement 19 favorables, on ajoute à ça 14% de neutres. C'est un différentiel de moins 46. Et lorsqu'on regarde les chiffres des autres chefs de parti, M. Gabriel Nadeau-Dubois est à moins 20, il est dans la quarantaine négatif, fin vingtaine positif, donc c'est pas des très bons chiffres, mais Paul Saint-Pierre-Plamondon est passé d'un plus 8 à un plus 17 au cours de la même période. Alors non seulement le premier ministre, M. Legault, semble être encore moins populaire que son parti, mais son opposant principal, en M. Plamondon, lui semble redorer son image. Et donc, c'est extrêmement inquiétant pour la CAQ quand je regarde ça, parce que les Québécois, les Canadiens non plus, mais les Québécois n'ont pas vraiment l'habitude de voter pour un parti dont le chef est impopulaire. S'ils n'aiment pas le chef, probablement qu'ils ne voteront pas pour le parti. Alors, nous sommes en octobre, c'était en novembre l'an dernier, donc on approche un an complet dans le calendrier, avec le Parti québécois en tête. Et là, on se demande qu'est-ce qui pourrait bien faire renverser la vapeur. Je ne le sais pas, mais pour l'instant, la CAQ et M. Legault ne semblent pas être capables d'y arriver. Oui. Tu as dit que François Legault est moins populaire que son parti. C'est pas le cas pour Saint-Pierre-Plamondon. Non. C'est pas le cas même plus pour Gabriel Nadeau-Dubois. Ils sont beaucoup plus populaires que leur parti. Donc, c'est possible d'imaginer que pendant une campagne électorale, c'est envisageable que les deux partis pourraient augmenter leur appui. Mais souvent, on voit que la popularité d'un chef, si c'est impopulaire, c'est un chef impopulaire, ça nuit au parti pendant une campagne électorale. Et comme tu as dit, c'est difficile de voir des élections où
quand il y a un chef de parti qui est si impopulaire que François Legault maintenant, que ce parti est réélu, sauf si les autres chefs sont aussi impopulaires. Mais ce n'est pas le cas ici au Québec. Donc, oui, ça va assez mal pour François Legault. Il reste 2 ans. Donc, beaucoup pourrait changer aussi les chefs de parti. Oui, bien sûr. Le temps commence à filer. Hein? Il n'y a pas beaucoup de temps. Le temps file et surtout, et encore une fois, je ne veux rien enlever à la CAQ et à M. Legault, les 2 élections qu'ils ont remportées, ils ont remporté fair and square, comme on a dit en anglais. C'était des grandes victoires. Les oppositions étaient affaiblies, bien sûr. Mais pendant les campagnes en 2018 et 2022, il n'y a pas un journaliste dans les autobus qui vont vous dire « Ah oui, la CAQ, M. Legault a vraiment eu une bonne campagne. » Pendant les campagnes, M. Legault avait l'air un peu grincheux, des fois un peu perdu. Il répondait à des questions sur l'immigration qui étaient un petit peu tout croche. Donc, ce ne sont pas des cas, 2018 et 2022, où vraiment il y a un chef de parti qui a mis le parti sur ses épaules et qui a emporté la victoire de lui-même, comme on a vu à quelques reprises dans le passé. Ce n'était pas le cas. Alors, si ce n'est pas M. Legault qui est capable de remettre son parti sur les rails, même s'il a la meilleure équipe, même s'il a la meilleure machine, la machine électorale, très difficile de voir M. Legault être capable lui-même de faire renverser la vapeur contre des adversaires qui ont l'air plus jeunes et surtout plus dynamiques. Ce qui nous mène, il y a d'ailleurs une des questions de nos membres auxquelles on va répondre, mais c'est est-ce que M. Legault pourrait décider de partir avant la prochaine élection? Et là, bien sûr, on spécule, on ne le sait pas, on n'a pas de chiffres là-dessus, mais je vais te dire ceci, Éric, si dans un an, en octobre 2025, nous allons être à 1 an de l'élection, dans 1 an, si les chiffres n'ont pas bougé pour la CAQ et que la CAQ se dirige vers une défaite, M. Legault, est-ce qu'il va vouloir affronter une pente abrupte devant lui? Est-ce qu'il pourrait juste dire « je vais finir mon mandat, ça va être ça, 2 mandats complets, pas de problème ». Donc, ça va commencer à faire partie de la discussion l'an prochain. C'est trop tôt, bien sûr, aujourd'hui, mais si les chiffres ne bougent pas l'an prochain, la CAQ pourrait vraiment être en difficulté. Il y avait aussi des nouveaux chiffres sur la souveraineté dans le sondage de Pallas. Est-ce qu'on a vu de changements? J'ai pas les chiffres devant moi. C'était 5... bon, la question, c'est la même que d'habitude. C'est s'il y avait un référendum sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté? Pallas a mesuré exactement les mêmes chiffres qu'en juin, c'est-à-dire 52% contre, 40% pour, 8% d'indécis. J'ai ajouté ces chiffres-là à la projection référendaire sur Québec 125. Évidemment, 40%, c'est élevé. Je ne dis pas que Pallas a tort, mais c'est important de le mentionner que Pallas et Léger ne voient pas les mêmes chiffres, mais ils voient la même tendance. Si on regarde les chiffres de la dernière année et demie, presque 2 ans, pour Léger, ça oscille entre 35 et 38% les appuis pour la souveraineté. Pour Pallas, c'est entre 39 et 41. Et donc, il y a un 4-5 points d'écart entre les 2 sondeurs. Probablement, la méthode de sonde, l'IVR, a tendance à capturer plus d'électeurs qui sont plus motivés et plus engagés, ce qui ferait grimper les chiffres de la souveraineté. Cependant, il n'y a pas de mouvement. Et quand on regarde les courbes, même quand le Parti québécois était à 18% dans les sondages et maintenant il est à 34% dans les sondages, la souveraineté n'a pas bougé. Alors, on va rediscuter de ça, bien sûr, plus on va s'approcher de l'élection, parce que M. Plamondon, dans ses discours, il ne semble pas du tout laisser de la marge de manœuvre. Il va y avoir un référendum sur la souveraineté avant la fin de la décennie, ce sont ses mots. C'est une excellente stratégie pour le PQ pour passer de 15% à 30%. Mais pour passer de 30 à 38 pour remporter l'élection, ça pourrait être un peu plus compliqué. Mais alors, ça va être intéressant de voir la stratégie qu'ils vont adopter. On a quelques questions à propos du Bloc québécois. Donc, oui. On va passer au fédéral pour 1 minute et on va aller après ça pour les questions des auditeurs. Mais juste avant qu'on commence de répondre aux questions,
La projection des sièges au Québec, ça va assez bien pour le Bloc québécois ces moments-ci. Mais est-ce que c'est parce que ça va bien pour le Bloc ou est-ce que c'est parce que ça va mal pour le Parti libéral? Ah boy, il y a des gens qui vont m'entendre ce matin qui seront pas contents de m'entendre dire ça, mais je vais le dire et je l'ai écrit hier sur 338 sur mon infolettre. Écoutez, le Bloc est projeté présentement, ma moyenne est 42 sièges, ce qui est excellent, on doit le dire. C'est une majorité de sièges au Québec. C'est un niveau que le Bloc n'a pas atteint depuis 2008. Donc, ça commence à faire très longtemps. Mais le Bloc est toujours en moyenne autour de 35%. Ouais. Alors, le Bloc se maintient et il y a de la vertu à être capable de se maintenir en politique. C'est dur de se maintenir en politique, mais la montée de la projection de sièges est d'abord liée à la chute des libéraux plus qu'à la montée du Bloc. Le Bloc se maintient, les libéraux chutent, les conservateurs ont grimpé quelque peu, mais pas tant que ça, et donc le Bloc profite des divisions du vote. Et Éric, division du vote, je veux dire, est-ce qu'il y a un meilleur exemple que ce qu'on a vu dans LaSalle et Mort-Verdun, le Bloc qui remporte avec 28%? Un tel scénario pourrait survenir ailleurs au Québec, dans d'autres circonscriptions, où le Bloc arrive à se faufiler parce que son vote c'est soit maintenu ou il a augmenté de quelques points. Alors, ça va bien pour le Bloc, mais surtout, ça va mal pour les libéraux de Justin Trudeau. Et c'est similaire entre les deux niveaux. C'est la même chose pour le Parti québécois. Tu as dit qu'à 30-35%, c'est difficile de gagner des élections, sauf quand tous les autres partis sont divisés. Exact. Et on voit ça un peu au niveau fédéral, que même si le Bloc québécois a grimpé quelques points dans les derniers mois, ça fait beaucoup plus, ça gagnerait le parti beaucoup plus de sièges à cause du fait qu'il y a maintenant deux partis entre 20 et 25% dans les sondages, les conservateurs et les libéraux. Est-ce que 42 sièges va être assez pour former l'opposition officielle? On a une question là-dessus. On va répondre à ça. 42, je pense pas que c'est assez. Non. Mais c'est à portée. Parce que si le Bloc est projeté à 42, il pourrait gagner 47. Et là, soudainement, ça devient plus probable. Et d'ailleurs, comme les libéraux sont en chute au pays, il a fallu que, c'est aussi un peu la demande générale, mais il a fallu que j'ajoute un nouveau graphique sur mon site fédéral, c'est-à-dire les probabilités de gagner le poste de l'opposition officielle. C'était 100% pour les libéraux depuis un an. Mais j'ai ajouté les chiffres et bien sûr, je vais faire un suivi hebdomadaire à chaque semaine. Il y a 3 semaines, c'était 2% de chance que le Bloc soit l'opposition officielle. Il y a 2 semaines, c'était 8%. Et la projection d'hier, c'est maintenant 17%. Alors, 17%, c'est un roulement de dés, n'est-ce pas? Tu lances un dé, tu as un 6, tu avais une chance sur 6, c'est environ 17%. Alors, de plus en plus, le Bloc, en se maintenant, et regardez la chute vertigineuse des libéraux au Canada, ça devient... C'est pas le scénario le plus probable, c'est un roulement de dés, mais on ne sait pas si la chute des libéraux a cessé. Et je pense que non. OK, on va passer aux questions des auditeurs. On va répondre à une question pour le public. Après ça, on va répondre à quelques questions pour les membres. M. Aucoin sur le Discord, suite à la publication du sondage Palace que Philippe a commandé, je me demande s'il n'est pas trop tôt pour envisager la possibilité que François Legault démissionne avant les prochaines élections. Que pensez-vous? C'est intéressant de penser que le dernier premier ministre qui a démissionné quand il était en poste, c'était Lucien Bouchard. Oui. Exactement. Donc, M. Charest a été défait, Mme Marois a été défaite, M. Couillard a été défait, M. Landry a été défait. Donc, il faut retourner à loin, mais donc, il y a une tradition récente, du moins, que les premiers ministres terminent leur mandat. Ils essaient d'en faire plus. Mais ce ne serait pas si anodin de penser qu'un premier ministre qui regarde les sondages, qui a fait 2 mandats complets et qui se dit « je vais probablement perdre la prochaine », pourrait penser à dire « je vais m'en aller avec le soleil couchant ». Comme j'ai mentionné tantôt, Éric, je pense que c'est une réelle possibilité. C'est trop tôt pour commencer à spéculer là-dessus et de commencer à faire des sondages et d'avoir des chiffres.
Mais Éric, si tu avais à parier, ça ne serait pas garanti que M. Legault va se présenter en 2026, non? Non, probablement pas. Je ne miserais pas beaucoup d'argent. Mais c'est vrai, c'est le fait que ça fait quoi, 13 ans que François Legault est le chef de la coalition Avenir Québec. Exact. C'est longtemps. Et si ça va être un campagne où la CAQ va être battue, peut-être qu'il ne veut pas le faire. On a dit qu'il y avait les autres premiers ministres qui étaient défaits pendant les élections générales. Ouais. Mais c'est pas souvent qu'on a vu un premier ministre si impopulaire. Il y avait des moments où Jean Charest était très impopulaire, mais c'était au début de ses 18 ans comme premier ministre. Après 6 ans, c'est difficile de changer la donne quand c'est si difficile pour le CAQ. Donc, moi, je dirais que peut-être c'est 51%. 51. 51-49. Écoute, je dirais que ça fait, comme j'ai dit, 1 an qu'on parle, des chiffres, à quel point Justin Trudeau est impopulaire et qu'il devrait partir, n'est-ce pas? La raison pour laquelle ces discussions-là sont en continu, c'est que nous avons beaucoup de sondages. Ce n'est pas le cas au Québec. Il y a peut-être un sondage par mois, d'habitude un par 2 mois. Mais ces chiffres-là, comme j'ai dit, sont épouvantables pour M. Legault. Et moins 46, c'est pire que Justin Trudeau au Québec. Lorsqu'on pose la question, Abacus Data utilise exactement la même phrase de cette question-là. Avez-vous une opinion favorable ou défavorable des personnes? Et donc, dans le dernier sondage fédéral, bon, M. Trudeau est à moins 38 au Canada, c'était 60% défavorable, 22% favorable. J'ai demandé au PDG d'Abacus Data quels sont les chiffres juste au Québec, parce qu'il n'était pas inclus dans le rapport. Et il me les a donnés, et c'était 29% favorable, 49% défavorable. Justin Trudeau est moins 20. M. Legault est moins 46. Et donc, s'il y avait des sondages aussi régulièrement au Québec qu'au fédéral et que M. Legault récolte ces chiffres-là, son caucus, ses partisans, la société civile clameraient pour son départ. Alors il est encore en selle, bien sûr. Quand on élit un Parlement, c'est pour 4 ans. Il y a 2 ans qui sont écoulés. Bon, soit. Dans 2 ans exactement, nous serons au surlendemain de l'élection 2026. Je ne sais pas s'il va se présenter avec des chiffres comme ça. Donc, on va suivre, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de faire un suivi des chiffres, pas juste regarder les campagnes, pour mieux comprendre la dynamique. Mais encore une fois, pour répondre à M. Aucoin, si les chiffres ne s'améliorent pas dans 1 an, M. Legault va avoir une grande décision à prendre. Parce que je ne pense pas qu'on veut nécessairement aller vers l'abattoir. En 2012, Jean Charest avait une chance. Il a perdu l'élection, mais il avait une chance. En 2014, Mme Marois a commencé la campagne en avance dans les sondages. Et donc, même chose pour M. Landry en 2003. Et si tu es capable de voir à l'horizon ta défaite, et peut-être même une défaite cuisante, peut-être que tu es mieux de partir au lieu de subir cette défaite-là. Bon, je pense que c'est le temps pour toi de partager tes connaissances avec tes étudiants. Donc, il faut arrêter cet épisode des chiffres. Pour nous appuyons, allez au leschiffres.ca, www.leschiffres.ca. Nous apprécions votre appui. Et Philippe, j'espère que la prochaine semaine va être très bien pour toi et on va parler bientôt en anglais, mais j'étais très content de parler avec toi aujourd'hui sur cette balado. Merci beaucoup, Éric. À très bientôt. Merci tout le monde pour votre écoute. Et on va bien sûr parler aussi des élections provinciales dans les autres provinces qui s'en viennent, parce que nous sommes en octobre, 3 élections provinciales à venir. Donc, à bientôt. Merci beaucoup, Éric. Au revoir tout le monde.